plus que parler, ressentir plus qu'écouter. Ces moments d'une rare intimité témoignent de la délicatesse du geste quand les mots ne suffisent pas. Je te fais sentir l'huile. Est-ce que ça sent bon? Tu dis rien aujourd'hui? Ça sent bon? Ça sent bon? Hein? Oui? Alors nous, on commence la séance par le petit massage des jambes. Allez, Prosper. On va enlever les chaussettes. On met plein de coussins. Je t'enlève les chaussettes. Oh, t'as les pieds froids, hein? Hop là. Hop. Quoi? T'as mal aux pieds? T'as mal aux pieds? Ça chatouille? Est-ce que ça te chatouille? On va remettre un peu d'huile. Je peux te masser les pieds? Oui? Tu me laisses te masser les pieds? Tu me réponds pas? Oui? Avec l'huile? Ça sent bon? Oui? Ah, tu clignes bien des yeux. Allez, je commence par les pieds. Il n'y a pas de musique. On va mettre de la musique. La musique, elle ne s'est pas allumée. Pourquoi? Hop. Est-ce que tu me laisses masser le ventre, Prosper? Je peux masser le ventre? Je peux masser le petit ventre? Ventre. Non? T'as mal au ventre aujourd'hui? Tu veux ou pas? Est-ce qu'on masse le ventre? Oui ou non? Tu discutes pas aujourd'hui. T'es intimidée, hein? Tu me laisses masser ton petit ventre? Allez, fais voir, il est où le ventre? Ah, t'as mal. T'as mal au ventre. Je peux? Oui, c'est tout chaud, ça. Une fois par semaine, Nathalie propose à Prosper une séance de massage. Prosper a depuis sa naissance un handicap grave à expression multiple, associant déficience motrice et déficience mentale sévère, qui entraîne une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation. C'est-à-dire qu'il ne peut pas communiquer verbalement, ni accomplir seul les gestes indispensables de la vie quotidienne. Comme tous les résidents de la maison d'accueil spécialisée Les Pléiades, il est en situation de grande dépendance. La MAS accueille tout au long de l'année 45 adultes polyhandicapés. C'est l'un des lieux spécialisés les plus anciens de l'île de la Réunion, l'un des tout premiers à avoir proposé dès les années 50 un lieu de vie à des patients en grande dépendance. La prise en charge des polyhandicapés a considérablement évolué ces dernières années. C'est désormais une équipe pluridisciplinaire qui accompagne chaque jour les résidents. Ici, on ne parle plus de prise en charge, mais de prise en compte de la personne handicapée. Mais comment peut-on évaluer celle-ci lorsque les patients ne peuvent s'exprimer verbalement? Depuis sa création, les équipes de la MAS du Bois d'Olive tentent d'explorer d'autres voies afin de répondre à cette question. On s'habitue, je veux dire, on s'habitue, oui, mais je veux dire, chaque jour est différent. Chaque jour est différent et ça nous amène à nous repositionner, à prendre en considération leur handicap. Je veux dire, de jour en jour, donc il y en a qui sont de plus en plus difficiles, d'autres qui on voit une petite amélioration, je veux dire, dans leur comportement, mais il faut dire que les personnes porteuses de gros handicaps lourds, donc ils sont amenés à être grabataires, mais je veux dire, ça ne nous empêche pas de vivre notre travail pleinement. Voilà. Allez, monsieur Bussard, ce matin tu as du pain, du lait et du fromage. Un petit sabos, bien salé. Là. Le café arrive, t'inquiète. L'aide médico-psychologique
Donc son rôle premier, c'est travailler au quotidien justement pour assurer le confort et le bien-être. Donc veiller au confort, c'est-à-dire l'installation au fauteuil, dès qu'on le met au lit, donc sa position au lit, veiller au bon positionnement, s'il faut un changement de change, par exemple, à telle heure, respecter ces temps de change, justement, pour son état cutané, pour éviter les escarres. Son bien-être, c'est tout son ensemble, c'est-à-dire depuis le matin jusqu'au soir. Ça ne s'arrête pas en journée. Ça veut dire que tout à l'heure, si je passe et que je vois, il fait une grimace, ça veut dire que peut-être qu'il a mal quelque part. C'est à nous, par le sens de l'observation, de détecter. Et le rôle principal de l'AMP, c'est l'observation. C'est primordial. Dans le sens large du terme, où observer, c'est pas simplement observer et regarder. C'est observer pour essayer de comprendre, d'analyser qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il crie ou pourquoi il fait ça alors qu'il ne fait pas ça. Donc dans ses gestes, dans ses mimiques. Et bon, c'est pas facile de décoder, mais je veux dire, après un certain nombre d'années, on comprend le sens de ce qu'il veut nous comprendre. Et oui, on parle de toi, hein. Voilà, ouvre la bouche. En fait, j'étais en milieu Alzheimer avant. Et à un moment donné, il faut voir autre chose, quoi. C'est dur. Et là, je trouve que c'est bien. Ils sont super. Le seul truc qui est gênant quand je suis arrivé, c'est le non-verbal. Pour avoir une communication, moi qui est habitué à parler, à interagir verbalement, punaise, c'est chaud. Ouais. Du coup, maintenant, là, ça va. Je pense qu'ils savent qu'ils s'occupent d'eux. Au début, on dirait qu'ils avaient peur. Ils ne savent pas, même s'ils ne communiquent pas. On n'arrive pas, quoi, à les faire manger, savoir leur mimique. Tout ça, c'est dur à interpréter. Hein. Après, il y a les collègues qui t'apprennent. La maison d'accueil spécialisée a ouvert ses portes en 1993 au sein du foyer Albert Barbeau, situé depuis sa création à Saint-Pierre, dans le quartier de Bois d'Olive. C'est ici, en 1952, dans ce sud agricole particulièrement pauvre, qu'un prêtre, le père René Favron, a créé le premier établissement médico-social de l'île de la Réunion. Les pratiques professionnelles au sein de la MAS trouvent leur origine dans l'histoire du foyer et témoignent de plus de 50 ans d'évolution de la prise en charge des personnes handicapées. Le foyer Albert Barbeau est né de la volonté d'un homme, d'un prêtre, le révérend père Favron. Nous avons commencé il y a 14 ans, exactement 14 ans. Nous avons commencé pour prendre les vieillards qui se trouvaient à l'hospice de Saint-Pierre. D'ailleurs, on avait prévu simplement 35 places, alors qu'actuellement, ils sont dans les 500 et quelques pensionnaires. C'est donc, ça a bien grandi. Arrivé en 1939 sur l'île de la Réunion, le père René Jean-Baptiste Favron se révolte face à l'extrême misère des petits planteurs du Sud et devant la grande précarité des camps en périphérie des propriétés sucrières. À cette époque, la Réunion souffre du blocus de la Seconde Guerre mondiale et de la crise économique qui frappe le secteur de la canne à sucre. En novembre 1946, entouré d'une dizaine de personnes de bonne volonté, il fonde un petit hôpital pour enfants dans un garage désaffecté. Quand je vois, moi, j'étais parti à Saint-Denis, mais voyais toujours une camionnette stationnée dans la rue du Gillette-Dodu, écrit dessus Hospice Bois d'Olive. À force de voir cette camionnette-là, un jour, elle a intrigué. Moi, elle reste debout, m'a attendu. Mais il dit, non, quelqu'un va venir prendre cette camionnette-là. Ben, c'était lui qui l'a paru.
m'a reconnu que c'était un prêtre parce qu'il était en soutane. Avant, les prêtres, ils portaient de soutane, ils ne portaient pas de linge comme maintenant. Là. Et là, moi, je suis partie vers lui. Il reste debout devant la camionnette, il la regarde à moi. Moi, je lui dis bonjour. Il dit moi bonjour. Mais je lui vous pouvez me dire votre nom de père? Là, il m'a dit, c'est le père Favron. Ah, ben je dis, c'est vous qui vous occupez des malades, des indigents, des incurables sur le chemin partout. Il dit, oui, c'est moi. Il regarde à moi, il dit, pourquoi? Mais je dis, parce que ça m'intéresse un peu de vous aider. Pour rassembler des fonds, il entreprend une procession de paroisse en paroisse qui fera le tour de l'île, la Vierge du Grand Retour. Lui qui se disait timide, il se révèle redoutablement efficace pour rallier les fidèles et les grandes fortunes du sud de l'île à sa cause. En 1951, le père Favron achète un terrain rocailleux de 15 hectares à Bois d'Olive. Il rénove les quelques bâtiments en ruine. En juillet 1952, l'hospice foyer Albert Barbeau de Bois d'Olive ouvre ses portes aux vieillards et aux infirmes des alentours. Il recrute une dizaine de jeunes filles, les volontaires de la charité, qui le suivront pour assurer le fonctionnement quotidien du foyer Albert Barbeau. Ce sont les filles qui venaient travailler pour rien. Je travaillais pour rien, je faisais tout. Le ménage, l'entretien des malades, les bains, les repas, les lits, le nettoyage de la cour, le jardin et tout. Ça a permis à nous d'apprendre à vivre et supporter les misères. Parce que chez nous, on n'avait pas ces misères-là, nous. Hein? Bien sûr. Moi, l'essentiel pour moi, c'était que pourvu que les gens étaient contents. Pourvu que les pensionnaires qui habitaient étaient contents, ben, c'est bon. Ouais, des bisous, oh là là. C'est cool. Ouais, moi aussi je t'aime, chérie. Dans l'accompagnement de la personne polyhandicapée, les relations entre professionnels et les résidents sont asymétriques puisque les bénéficiaires ne sont pas en capacité d'exprimer des désirs, des refus ou des remarques. Pour le professionnel, c'est la théorie du doute. Le geste proposé est-il bon? Est-il adapté? Quel sens donner à une existence institutionnelle? Je pense, donc je suis. Comment pourrais-je être si personne ne sait que je pense? Allez, tout en délicatesse. Ah, faut la rechanger de sens. Oui. C'est très bien, Mini, bravo. Très bien. Un peu en avant. Comme ça. Est-ce qu'on pourra voir dessus? Je pense les plaisirs de la vie classiques comme les nôtres. Donc je pense par exemple le matin quand on arrive et qu'il y en a certains qui vont nous reconnaître ou nous interpeller et qu'on va se dire bonjour, je pense que ça leur fait vraiment autant plaisir que quand moi je vais dire bonjour à Valérie, ma collègue ergo, en arrivant le matin. Les plaisirs après, les plaisirs sensoriels, les plaisirs du loisir, tout ça. Hein, on essaie quand même de trouver pour chacun, oui, des sources de plaisir. Après, peut-être pas tous, peut-être pas tous les jours et peut-être pas tout le temps. Et je pense qu'il y a des grosses phases de souffrance aussi. Hein. Ah, tu lâches pas.
Cyril, donne la main droite à Marie. Non, plus que toi là. Après, France-Marie, elle a lâché. Donne la main. On se dit bonjour. Voilà. Oui. On tape Sur ta main, Cyril. tout doucement. Sur les mains pour les réveiller. T'essayes de taper? Regarde. Donne-moi ta main. Très bien, Cyril, très bien. Émilie. Essaye de faire des petits mouvements avec tes doigts Ça se passe. sur cette main. Je Bon, t'aide. Émilie, on fait ensemble d'abord. Voilà. On parle toujours des 5 sens qu'on connaît tous, donc le goût, l'odorat, l'audition, la vision et le toucher. Mais il y a également 2 sens qui sont le sens vestibulaire dans l'oreille interne et la proprioception qui nous donne des informations sur le positionnement de notre corps dans l'espace. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de regarder mon corps pour savoir, même avec les yeux fermés, là je sais que mes bras ils sont dans cette position-là. Donc ça c'est un sens qui fonctionne tout comme les autres sens, avec des récepteurs sensoriels, des nerfs qui amènent l'information au cerveau, le cerveau traite l'information, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de distinguer les autres sens. C'est le même fonctionnement, si vous voulez, neurophysiologique. Et tous ces sens-là contribuent à la prise de conscience du corps. Donc en fait, chez des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui fait que ça peut être compliqué de se représenter le corps, il faut vraiment passer par le sensoriel. Et ça va passer par une stimulation des 7 sens. C'est d'enfoncer les doigts, tu vois là, avec les 2 mains. Très bien. Tu explores avec les 2 mains. Appuie. Tu te demandes dans ta tête, est-ce que c'est plutôt doux? Est-ce que c'est plutôt dur? Voilà. Pose là devant. Émilie, tu lui poses. Ah, Émilie, pose la balle. Là, S'il te plaît. Ici. là, Ou tu la donnes dans la main de François. là. Tu peux lui donner. Très bien. Et là, à un moment donné, vous avez des passages d'objets aussi, ça marche. Ouais, c'est bon. Une des choses que j'adore ici, déjà, c'est le travail pluridisciplinaire. C'est que vraiment, on est une grosse équipe de travail, que tous les jours, on est amené à s'occuper donc des personnes, mais je travaille quand même énormément avec autant les collègues rééducateurs, ergothérapeutes, kinés, et beaucoup aussi avec les éducateurs, les AMP, les aides-soignants, les agents, les animateurs, et que ça, c'est hyper riche. On a tout le temps des personnes ressources. Donc ça, j'adore. Et après, j'aime beaucoup le mode de relation avec les résidents, justement ce qu'on disait dans le non-verbal, comment est-ce que je peux, moi, travailler sur moi pour m'apaiser, pour les apaiser, tout le temps dans la recherche comme ça, avec un gros travail sur la sensorialité, et que je trouve très intéressant. Et tout ça. Le matin, pour le choix des vêtements, donc je lui amène devant son armoire, elle touche, elle fait comme ça, je lui dis, ben ça te plaît? Ben, je lui dis, l'autre, et si on met quelque chose, on lui présente quelque chose de neuf, de beau, ben, tout souriante, elle est contente, quoi. Donc, Elle investit très très bien, effectivement, à la salle d'activité où il y a à la fois une table pour les activités sur table. Hier, je voyais justement les collègues SAMP qui lui faisaient faire des activités sur table. Et effectivement, l'autre fois, elle faisait plus des activités motrices sur le tapis. C'est pour ça que tu dis, elle te regarde, elle essaye de décrypter. Quand elle a vu le nouveau parc, il fallait qu'elle vienne, qu'elle touche, tout ça. Mais c'est vrai qu'on a beau essayer de bien anticiper en disant il va y avoir ça, c'est pas le canal privilégié pour eux. C'est pour ça que l'histoire du parc, elle n'a jamais vu. Et même ces repères anciens ne correspondent pas à ça, donc c'est compliqué. Par contre, moi je l'ai vu sur parler de stimulation tactile, je l'ai vu sur l'équipe d'Ambre s'occuper d'elle sur le tapis, le grand tapis de salle d'activité. C'était étonnant parce qu'elle prenait beaucoup de plaisir à se faire manipuler, faire des roulés boulets sur le tapis, des choses comme ça. Enfin, c'était étonnant la dernière fois. Oui, on l'avait vu aussi. Mais elle se sent en sécurité parce que le tapis est assez large aussi. Il y a une grandeur de tapis où elle peut investir l'espace comme elle le sent. C'est bien défini, c'est un grand carré, mais c'est une pièce fermée. C'est toujours la même. C'est contenant pour elle. Et puis, tout à fait. Non, bouge ta tête pour enlever alors. Enlève. Aïe. Oui, ça je vais te dire. Tu vas prendre au vol? 1, 2, 3. Plus rapide, hein? Ouais. Détends aussi un peu le bras là. On le détend un peu, celui-là. Voilà.
Voilà. L'essentiel du travail à la masse est la création d'un cadre de vie. La personne polyhandicapée est d'abord un être humain à part entière. Son épanouissement nécessite la satisfaction de besoins fondamentaux, mais aussi la qualité de vie, le confort, le respect, l'amour, l'estime et les expériences nouvelles. Pour atteindre ces objectifs et pour proposer à chaque résident un projet personnalisé de vie, l'équipe de professionnels travaille de concert pour entrer en relation et comprendre les pensionnaires. Des ateliers sont proposés en fonction des aptitudes et des profils sensoriels, de l'autonomie et des acquis de chacun. Quel est le principe qui préside à l'implantation de maisons par rapport, les unes destinées à des malades, les autres destinées au personnel? Nous avons cherché, M. Vincent Delors, à humaniser au maximum les hospices. Vous savez très bien qu'habituellement, le mot hospice recule plutôt les gens, refoule plutôt les gens que ne les attire. Tout à l'heure, en sillonnant l'établissement, vous avez pu voir du reste qu'on n'a pas l'impression d'être dans un hospice. Parce que ces petites maisons nous ont permis de mélanger les élèves, le personnel, les malades, si bien qu'en somme, cet hospice qui groupe des enfants de l'année de 15 mois à 99 ans, conserve tout de même un aspect jeune, comme vous avez pu le remarquer vous-même. D'autant plus que le tout est noyé dans la verdure et est noyé également dans la musique, parce qu'il y a énormément de musique, il y a même beaucoup de postes de télévision, puisqu'actuellement nous en avons 8. Le père Favron obtient très vite le soutien de l'État pour pérenniser son action. Mais il faudra attendre jusqu'en 1960 pour que le foyer obtienne l'électricité et dispose d'une réserve d'eau de 300 mètres cubes. Infatigable, le père Favron entreprend encore des extensions car le nombre de résidents va grandissant. De 1958 à 1968, 102 maisons seront bâties à Bois d'Olive, ainsi qu'à Néconoma, puis une église de 1500 places à la limite du site. Avec le soutien financier des collectivités, le foyer se professionnalise. Le prêtre est conscient de la nécessité de former le personnel soignant. Il ouvre une école d'aide-soignante au foyer Albert Barbeau en 1957. Et par ordre de fondation, la première section, c'est la section d'aide soignante. Les aides-soignantes, vous savez, ce sont des jeunes filles qui ont subi un examen qui sanctionne une formation de 2 ans. Cette formation a eu pour but surtout de suppléer au manque d'infirmières, non seulement ici à La Réunion, mais encore en métropole. Et nous avons eu une école qui a été fondée à la demande du directeur de la santé. Alors l'image que j'ai lui, c'est que c'est quelqu'un, c'est un obstiné, quelqu'un qui a un profond désir de sauver une partie de cette région de la Réunion de la misère de l'époque, qui va tout donner, vraiment, pour réussir ce vœu presque, ou cet objectif qu'il s'est fixé. Donc ça va partir dans énormément de secteurs, puisqu'il y a des pénuries dans tout le domaine médical, sanitaire et social. Donc ces 3 grandes catégories seront également visées. Et il va tout donner, je crois, pour essayer de réussir ses objectifs, d'arriver à ses fins. Mais je crois qu'il a fallu, si on me demandait sincèrement ce que je pense du personnage, d'un entêtement terrible, d'une volonté de tout, de foncer, parce qu'il fallait vraiment oser à l'époque, je pense, bousculer un certain nombre de choses, faire prendre conscience aux gens de cette extrême précarité, de cette extrême misère, et puis également un don de lui-même, et puis aussi un visionnaire, parce qu'il a mis en place des choses qui résonnent de façon extrêmement contemporaine aujourd'hui, quand on parle de village humanitaire, quand on parle de microcrédit,
de logement décent, de droit au logement décent, de dignité de la personne. Je pense que, quelque part, tout ça, dans les années 1940-1950, c'est un discours qui est vraiment encore très, très contemporain. Voilà, pour moi, c'est un personnage hors norme, hein. Un agitateur, un prédicateur, voilà, beaucoup de qualités qui ont fait, peut-être de défauts pour certains, mais qui ont fait qu'il est arrivé là où est peut-être la Fondation aujourd'hui, du moins ce qui a permis à la Fondation de continuer à exister. Alors l'idée, c'est si le livre en soi c'est un support, mais les mots, vous savez, les collègues pour me témoigner, ils connaissent très bien les résidents, ils ont l'habitude avec eux, donc ils connaissent quand ils sont bien, pas bien, etc. Et les mots ont leur limite, donc faire passer l'émotion par le corps, par les mimiques du visage, par l'intonation de la voix, par quelque chose de plaisir, voilà. Et donc, je pense qu'ils sont sensibles à ça, parce que beaucoup d'entre eux, ils ne savent pas parler, mais en situation, ils peuvent s'exprimer. En situation, ils peuvent nous faire comprendre qu'ils ne sont pas d'accord, ils sont d'accord, qu'ils veulent ci ou qu'ils veulent ça, qu'ils préfèrent tel collègue au lieu d'un autre, etc. Donc, ouais, en situation, il se passe plein de choses. On se comprend et on partage qu'il y a quelque chose, un contact, un lien qui se fait. Quand on les touche, et quand on va les chercher pour sortir une expression, pour sortir, ben là voilà, c'est vivant. Il y a beaucoup à manger là-dedans. Ça m'appartient, c'est mon lac à moi. Tu es en train de polluer mon eau avec tes pieds là. Nous là tout le monde. Tu pues. Non, mais comment ça? De là, tu pollues là. Viens toi à moi, Tammy, viens pour moi. Fais quoi, Ali? Fais quoi, Ali? Fais quoi? Fais quoi, Ali? Fais quoi, Ali? Lance. Tout le temps. Miro, ça va? Ali, ça monte. Ben, on est fort! Ah, on est fort, on est fort. Là, on voit mieux quelque chose, alors. Alors. On est fort. Ah, voilà. Donc, l'idée, c'était de ramener, le compte ici, hein, et surtout être avec les collègues, faire quelque chose ensemble. Parce que, effectivement, quand on est ensemble et qu'il y a une bonne humeur, on pense tous, je pense que ça se ressent au niveau des résidents, comme nous, hein, je veux dire, quand on est avec des gens dans une bonne atmosphère, quand on sent le feeling est bon, c'est là que c'est chouette, quoi. Et donc c'est du plaisir partagé, quoi, à travers un atelier qu'on apprécie. Pour donner des repères aux résidents, l'équipe met en place des gestes qui, par leur répétition, posent un cadre identifiable. Chaque professionnel suit un protocole par usager. Le balai des fauteuils le matin répond à une ritualisation. Chaque patient a sa place précise dans l'espace du salon. Les soignants respectent chaque jour les mêmes gestes. L'ordre du réveil, du petit déjeuner, de la douche, les temps de change, de collation et d'activité. Elle est toute seule. Vas-y. Allez. Comment garder dans la routine la part d'implication humaine dans chaque geste tourné vers l'autre? C'est là toute la difficulté du travail en masse. Pour l'équipe, le temps est la clé dans la recherche de l'équilibre. Épouser le temps du résident, se mettre à sa hauteur, dans chaque acte, se mettre à sa place.
entrer dans son monde. En un mot, faire l'expérience de l'autre. Chaque changement est donc une perturbation dans ce quotidien bien rythmé. Dans quelques jours, la maison d'accueil spécialisée déménage dans de nouveaux locaux plus modernes qui se situent à une centaine de mètres. Tout le personnel prépare ce moment important. Le déménagement des résidents doit absolument se faire en une seule journée, car il est impossible pour le personnel de gérer 2 lieux en même temps. Ah, là, il veut s'arrêter. Il met les pieds par terre. Là, je vais voir qu'est-ce qu'il nous demande. Ouais, petite tête. Oh, là, beaucoup de tête, là. Hein? Kové, qu'est-ce que tu veux? Ah non, pas monter sur moi. Aïe, aïe, non, mais non. Pourquoi tu montes sur moi? Et c'est la première fois qu'il fait ça. Hein? La toute première fois. Regarde, la caméra. La caméra. Moi, je dirais qu'on oublie, c'est vrai, le handicap. On en a conscience, mais on fait comme s'il n'y avait pas le verbal. Du coup, on développe avec eux et eux nous font développer aussi tout ce qui est sensoriel, que ce soit le toucher, des regards, voilà. On arrive à identifier des émotions. Le toucher, le son. Avec l'équipe soignante, elle ne supporte pas d'être crémée au visage. Alors, je le fais parce qu'elle en a besoin au niveau des soins. Et que là, dans ce cadre-là, ça passe bien. On en remet. Parce qu'elle a des plaques sur la peau qui nécessitent de se faire toute belle. Ouais. On en remet. Et du coup, par le massage, on peut rentrer dans l'intégration du corps.
sentir ses propres limites. Je mets là, voilà, c'est juste là où tu en as besoin. J'ai toujours eu cette envie de partager avec l'autre et alors d'une certaine façon d'aider, d'accompagner, d'être dans cette relation. Et pour moi, c'est un échange vraiment avec les personnes. Simplement, oui, quand je suis arrivée la première fois, j'avais une appréhension. Je me disais, mon Dieu, quelle chance on a de pas être né ainsi. Et oui, peut-être le premier, le deuxième jour, c'était un petit peu difficile. Mais ensuite, voilà. Ensuite, voilà, il y a une résidente qui est passée, qui m'a pris la main. Et je me suis dit, voilà, il y a eu toutes des émotions de contact. Et ça a permis de créer du lien de façon très spontanée. Et là, je me suis dit, non, ils sont comme les autres. Voilà. On est tous pareils, finalement. Dans l'essence même. Après, ils ont développé peut-être... voilà, ils n'ont pas la même chance au départ, mais ils ont des marges de progression. Et c'est génial de voir qu'ils puissent s'épanouir. C'est émouvant, voilà. Il y a beaucoup de moments émouvants. On arrive. Voilà. Mister Mathieu. Tu connais ce son? Tu connais ça, hein? Ouais, Mathieu. Allez. Montre-moi. Allez, un premier contact. Un premier contact. Voilà, petit contact avec la main. Sur la toile. Ah, tu sens que ça bouge un petit peu, Mathieu? Tu sens que ça bouge? Ça fait un peu les mouvements que tu fais d'habitude, ça, hein? C'est les mouvements que tu fais d'habitude. Ouais, j'arrive de ton côté. Oui, oui. Allez, on se redresse. Ah, tu vas tomber là, attention, tu vas tomber là. C'est parce que t'as ta main. Là, elle est mieux. Attends, tiens. Alors, attention. Prêt, Mathieu? Ça bouge, attention, attention, attention. Voilà. Alors, on va mettre quelques petits objets autour de lui. Putain, Mathieu. Oui. Alors, les objets, on les mettra tout à l'heure, sauf si toi tu le veux. Alors Mathieu c'est quelqu'un qui est tout le temps sur de l'autostimulation, tout le temps agité. Et quand il est agité comme ça, en fait, il se replie sur lui-même dans ces moments-là et il n'a pas de possibilité, il ne trouve pas assez d'espace pour pouvoir explorer ce qui se passe autour de lui, donc la relation, les objets autour de lui. Donc cet espace-là, en fait, comme on a vu que ces autostimulations étaient de l'ordre du balancement, je suis parti de l'hypothèse que le trampoline, ça pouvait recréer la même chose. Sauf que cette fois, c'est dans la relation, au lieu que ce soit uniquement de l'autostimulation. Je suis parti sur une hypothèse complètement folle, quoi. Enfin, c'était réfléchi, mais j'avais rien d'expérimenté. Et bon, voilà, on a commencé. Et en fait, dès les premières séances, je me suis aperçu que dès que je faisais le balancement, alors lui se balançait, et dès que je faisais le balancement, pouf, ça s'arrêtait. Et dès que ça s'arrêtait, il prenait contact avec moi, avec un regard très périphérique, en passant comme ça. Mais il y avait déjà ça, ce qui ne se faisait pas avant. Et là, petit à petit, on est arrivé à une séance où
où il va aller s'intéresser aux objets, il prend contact avec le trampoline. De temps en temps, il a des petits moments où il a besoin de réassurance, donc la serviette éponge au niveau de la bouche, ça fait partie de la réassurance. De temps en temps, il va vouloir des petits balancements. Et puis quand ça c'est bon, on injecte un petit peu de rassurance et il va pouvoir s'intéresser aux objets, à la relation. Là, on a vu tout à l'heure, on a vu un regard qui, au lieu d'être périphérique, qui allait arriver à se poser un petit peu sur l'autre. Et puis, c'est lui qui vient au contact. Donc c'est vrai que je l'invite, mais du coup c'est lui qui vient au contact. Et puis il y a des moments, hop, il a besoin de se rassurer, donc il reprend un peu contact avec l'environnement autre que moi. Et puis les objets, quand il y en a un qui tombe sous la main, on met en route l'exploration avec sa main droite principalement. Et puis parfois, on a vu tout à l'heure avec les deux mains, on arrive à avoir des systèmes d'exploration qui sont assez poussés par rapport à ce qu'il était capable au début. Ça, c'est de l'or. Hein? Ces petites prises de contact là, on les a pas souvent. Et voilà, c'est vraiment... c'est ta part. Je t'invite, tu viens. Ça, c'est bien. C'est sympa, ça. Ah, Mathieu. Ouais. Tu touches ma main, ouais, elle est là. Elle est bien sur ta tête. Sur tes cheveux, là. Mathieu. Ma main, elle est bien là, oui. Avec toi. Tu entends des petits bruits? Un petit peu ça aussi. Ah, je fais comme toi. Je fais comme toi. Ces corps abîmés, ces comportements archaïques, ces êtres qui n'ont pas forcément le sentiment d'exister ou d'appartenir à un groupe, nous questionnent. Marie-Anne, Frédéric, Isabelle, Marie raccrochent chaque jour les résidents de la masse à notre communauté humaine. Ils sont dans une pratique professionnelle qui demande une éthique fondée sur le respect de la personne. L'accompagnement des personnes en grande dépendance à la masse montre à quel point nos institutions permettent de vérifier notre humanité. Prosper. Anoum, ça va là, nouvelle maison. Dis après. Anoum, Prosper, ça va? Après Prosper, dis après. Allez, non. Le ménage avant mon coq, après on y va. Bon, écoutez, on va essayer de vous régler le problème. Parce que du coup, vous êtes au chômage technique tous. Et on peut pas aller récupérer un autre véhicule? Georges? Attention matériel quand même. Hein. Il faut que ça coûte. Voilà. Mais bon. Il y a encore des petits. Il y a encore un.
La Fondation Favron n'a pas fait appel à une entreprise de déménagement. C'est tout le personnel, infirmières, kinés, agents d'entretien, aides-soignants, comme à l'époque du père Favron, qui se charge de la manutention. Alors aujourd'hui, ce que nous avions prévu, c'était dans un premier temps d'emmener les lits des résidents et leurs effets personnels de façon à ce qu'à midi, on puisse les emmener donc à pied ou en fauteuil donc sur l'établissement et qu'ils puissent faire la sieste dans leurs nouveaux locaux. On n'est pas encore parti, Luce. Il faut attendre un petit peu. Moi, je serais vous. Elle va pas s'asseoir. Pour comprendre. Je vais je le fais sortir un petit peu pour. Ah ouais, juste pour comprendre. Tu veux retourner voir ta chambre qui est vide? Tout le monde est mobilisé aujourd'hui. Une partie de l'équipe déménage et l'autre prépare les résidents au changement. Certains pensionnaires sont impatients, d'autres comme Luce sont totalement déboussolés. Valérie l'accompagne dans sa déambulation. Évidemment, le rapport aux personnes handicapées d'une façon générale change, oui, la vision du monde. Face à une difficulté, on se rend compte, et moi souvent je me réfère à ces personnes handicapées ou à ces enfants que j'ai connus aussi dans un autre service, dont je salue souvent le grand courage face à des progrès qui me paraissent être des progrès énormes alors qu'ils paraissent à nos yeux si infimes. Et je me dis des fois, je trouve que c'est une grande leçon de courage. Et parfois quand dans notre vie ça va pas trop, on se dit que peut-être faut regarder ailleurs. Tu reconnais aussi, Luce, cet endroit avec les peintures? Tu vas aller voir? Pour avoir travaillé de 94 à 99, oui, il y a eu énormément de progrès et d'avancées autour de l'accompagnement, parce qu'on n'aime pas trop ce terme de prise en charge qui semble un peu stigmatisé par le synonyme de lourd. On aime bien dire accompagnement parce que c'est réellement ce qui se passe, c'est qu'on les accompagne dans leur vie quotidienne et dans leur vie tout court. Donc oui, il y a eu de gros progrès, oui. Et vraiment avec une attention portée autour de la personne. Et ce progrès-là, il est en cours, je veux dire, il se poursuit et on veut toujours aller vers du mieux. On n'est pas fait, on reviendra dessus, mais si, regarde. Tu as vu? Voilà. Tu veux te coucher tout de suite? C'est bien à toi? C'est le tien, c'est ton lit? Tu vas mettre tes chaussures tout de suite? Eh ben allez, c'est parti pour une sieste alors. Allez. Attends, je t'écoute. On parlait hier des sages-femmes qui mettaient les enfants au monde, les bébés au monde, et disaient que peut-être nous, notre rôle qui venait juste après, c'était de les mettre dans le monde et aussi peut-être d'adapter l'environnement, de faire en sorte qu'ils s'intègrent le mieux possible dans ce monde qui nous appartient à tous malgré tout, mais qui n'est peut-être pas toujours bien fait pour eux. Et puis je dirais aussi peut-être, et ça c'est un peu le travail avec les collègues d'autres horizons rééducatifs qui me l'ont appris, c'est d'aller aussi un peu dans leur monde pour chercher qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Parce que leur monde parfois nous semble assez étranger, je pense. Et c'est en cela tout à l'heure qu'on disait pour apporter des réponses à leurs besoins et trouver quels sont leurs besoins, on a besoin aussi d'un peu aller dans leur monde. Donc, oui, on les met dans le monde et il faut aussi aller un peu dans leur monde. C'est un échange. T'as vu si Nicolas était là? Oui, alors. Je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait derrière cette porte fermée.
jamais mon imagination n'était allée aussi loin que cette réalité. Entrer dans l'institution, partager le quotidien, l'intimité des pensionnaires, prendre le temps de poser mon regard. Cette expérience m'a fait prendre conscience que ce qui les protège est aussi ce qui les enferme, les marginalise, les éloigne de nous. Le défi des années à venir pour ces institutions telles que la Masse est de s'ouvrir au monde, proposer plus d'échanges vers l'extérieur, au-delà des murs. La question est de savoir si nous sommes prêts. L'évolution de la prise en compte des plus fragiles se heurte inévitablement à la problématique de notre siècle. Comment vivre ensemble ?